Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliegas. Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Est-ce que cela sera le boulet d'Emmanuel Macron, comme l'a été le mariage pour tous pour François Hollande? L'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Le comité d'éthique rend ce matin son avis. Le premier jour du reste de la vie de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, candidat à la mairie de Barcelone. Déclaration prévue ce soir à 19h. Il y a quelque chose que tout le monde a envie de savoir, c'est le salaire de ses collègues. Combien gagnent les autres? Reportage à suivre dans une entreprise qui pratique cette transparence. Europe 1. Faut-il autoriser les couples de lesbiennes et les femmes seules à avoir recours à la procréation médicalement assistée? Aujourd'hui, la fécondation in vitro est réservée aux couples hétérosexuels souffrant de problèmes d'infertilité. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis d'ouvrir ce droit, mais il attendait l'avis du Comité national d'éthique. Il sera rendu ce matin et, sauf énorme surprise, il sera favorable. Ève Roger, bonjour. Bonjour. Alors, vous suivez ce dossier pour Europe 1. Première question, les experts sont d'accord, mais est-ce que la société française est prête à cette évolution? Eh bien, 60% des Français y sont favorables, grande stabilité dans les sondages, 40% donc de réfractaires dans lesquels vous trouvez les évêques de France, c'est pas une surprise, mais aussi des personnalités très différentes comme José Bové ou la philosophe Sylviane Algazinski. Et puis le noyau dur, on le connaît, c'est la manif pour tous, le principal danger pour le gouvernement, qu'elle remette le feu à la rue comme en 2013, et c'est vrai, les militants sont dans les starting blocks avec une première manifestation dès ce soir à 19h devant les bâtiments parisiens du comité d'éthique. Alors un argument sera opposé à Emmanuel Macron, c'est que de facto la PMA n'est qu'une étape avant les mères porteuses. Oui, ça c'est le discours des opposants qui disent si on autorise la PMA pour que les femmes homosexuelles puissent avoir un enfant, au nom de quoi on va interdire les mères porteuses pour que les hommes homosexuels puissent aussi faire un bébé? C'est l'égalité, mais là, Emmanuel Macron a dit niet, hors de question d'ouvrir le débat sur la GPA, c'est trop risqué politiquement, et puis les Français eux-mêmes n'y sont pas favorables. Ève Roger, merci, chef du service Société d'Europe 1. Et c'est reparti pour un tour. Le navire humanitaire Aquarius est en route vers Marseille. SOS Méditerranée demande de pouvoir y débarquer les 58 migrants secourus à son bord. Matignon a fait savoir que la France n'y était pas favorable et évoque la recherche d'une solution européenne. David Doucan, on va reparler d'Alexandre Benalla ce matin. Oui, parce que Mediapart a publié une photo de lui brandissant un pistolet. Le cliché daterait du 28 avril 2017, donc entre les deux tours de la présidentielle. Et c'est un problème parce que, à l'époque, l'ancien chargé de mission n'était pas titulaire d'un permis de port d'armes en bonne et due forme. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. La mort de la petite Maëlys en août 2017. 7 heures de reconstitution cette nuit dans le secteur de Pont-de-Beauvoisin en Isère avec une information nouvelle. Le suspect Nordal Lelandais a changé de version sur le lieu où la petite fille est morte. Elle ne serait finalement pas décédée dans la voiture comme il l'affirmait jusqu'à présent. Actualité internationale, Donald Trump et Emmanuel Macron passent une petite heure ensemble à New York. Oui, et cette fois, pas de papouille. Les deux hommes ne se sont pas mis en scène avec force, poignée de main et accolade virile comme la dernière fois. Ils ont bien sûr parlé de la guerre commerciale. La situation entre les États-Unis et la Chine est plus tendue que jamais. Au sujet des nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump, le ministre du Commerce chinois a déclaré qu'il était impensable de continuer les négociations avec, je cite, un couteau sous la gorge. Quelle ambiance! Oui, et cette tension, on l'observera toute la journée. Emmanuel Macron, Hassan Rouhani, le président iranien, mais aussi Donald Trump vont se succéder à la tribune de l'ONU. Que va dire l'imprévisible président américain? Les informations de notre correspondant à New York, Xavier Yvon. L'année dernière, Donald Trump avait stupéfait les dirigeants de la planète par la violence de son discours, menaçant de rayer la Corée du Nord de la carte et se moquant de Kim Jong-un. Mais un an après, le ton a radicalement changé. Kim Jong-un est très ouvert et même formidable, a dit hier Donald Trump, qui a annoncé une deuxième rencontre très rapidement avec le leader nord-coréen. À la tribune de Marbre Vert, Donald Trump vantera donc la réussite de sa diplomatie, on rentre dedans et on parle après, même si pour l'heure, Pyongyang n'a rien concédé de très concret. Il redira aussi qu'il est le président des États-Unis, pas de la planète, et que ceux qui veulent de l'aide des Américains doivent la mériter. Il tapera sur l'Iran, sa nouvelle bête noire, mais le ton général devrait être plus conciliant. Donald Trump se sent en veine sur la scène internationale, conforté par les images de la poignée de main historique à Singapour. Il le dit, il le répète, il sait faire des deals en face à face avec les puissants, et ça inquiète son entourage, selon le New York Times. Ses conseillers craignent en effet qu'emporté par son élan, Donald Trump ne soit trop conciliant en cas de tête-à-tête impromptu avec des dirigeants, pas forcément amis,
jeudi dans les coulisses de l'Assemblée générale. New York, Xavier Yvon, Europe 1. C'est le grand jour pour Manuel Valls. Oui, parce qu'après tout, Nikos, tout le monde a le droit de refaire sa vie. Ben Et oui. pour l'ancien Premier ministre, ça se passe à Barcelone. Il doit déclarer ce soir sa candidature à la mairie de la ville. Et ce n'est pas une lubie, c'est un projet très sérieux. Manuel Valls laboure le terrain barcelonais depuis des mois, comme en atteste ce reportage de notre correspondant sur place, Henri de la Guéry. Pour officialiser sa candidature ce soir à 19h, l'ancien Premier ministre a choisi un musée en plein centre-ville. Manuel Valls l'a confié à Europe 1. Il s'apprête à changer de vie et à s'installer à Barcelone. Depuis plusieurs mois, il mène un lobbying actif auprès de plusieurs grands patrons à la recherche de soutien et de financement. Aujourd'hui, tout est prêt. L'opération Séduction commence à fonctionner. Le riche publicitaire Lluís Bassat, artisan des Jeux Olympiques de 92, est sous le charme. Manuel Valls a une expérience politique extraordinaire en France. C'est un homme qui connaît l'Europe très bien. Il parle espagnol et catalan. Peut-être son défaut, c'est qu'il ne connaît pas très bien Barcelone. Mais s'il est capable de s'entourer de personnes qui connaissent très bien la ville, il pourrait être un maire très très bon. L'ancien Premier ministre a justement recruté des professionnels chevronnés qui ont travaillé pendant longtemps à la mairie. Il s'est entouré des meilleurs communicants et puis il a sondé l'opinion publique. Le tourisme de masse, la hausse des loyers, l'insécurité et les vendeurs à la sauvette exaspèrent l'électorat conservateur. Il mettra l'accent sur ces sujets, mais il a aussi des propositions choc. Il aimerait que Barcelone devienne la co-capitale de l'Espagne avec Madrid. Est-ce que Manuel Valls, Henri de la Guéry. Merci Henri de la Guéry. Est-ce que Manuel Valls peut gagner? Oui, tout est possible puisque l'élection municipale à Barcelone se fait à la proportionnelle. Donc si vous obtenez une majorité relative, vous pouvez ensuite, par le jeu des alliances, devenir maire de la ville. Europe 1. À suivre dans le journal, et si vous pouviez connaître le salaire de tous vos collègues? Bonne idée ou tabou ou excès de transparence? On se pose la question tout de suite sur Europe 1. Et la suite du journal avec David Doucan. Bientôt la transparence dans l'entreprise sur la question tabou que tout le monde se pose. Oui, en tout cas, c'est un sujet de crispation. Combien gagnent les autres? Suis-je mieux ou moins bien payé que mon voisin? Les députés En Marche réfléchissent à une loi pour pousser les patrons sur cette pente de la transparence. Alors cela existe déjà, figurez-vous, dans une entreprise qui produit des logiciels de ressources humaines en région parisienne. Notre reporter François Geffrier est allé y faire un tour. Vous allez voir, là-bas le salaire, on en parle très librement. Jeu de fléchettes, guirlandes façon guinguette, ambiance start-up dans cette entreprise d'une centaine de salariés. Nous en rencontrons 3, Benoît, Marie et Bastien, assis sur un canapé orange. Est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez? Un peu moins de 3 500 € net. 2 400 net par mois. 2 500 € net à peu près. Vous avez un classement de chaque salarié? Ah oui, on a une appli où on a les salaires de tous les salariés de la boîte. En fait, une fois qu'on le voit, on n'y retourne pas trop parce qu'on a à peu près tous les mêmes salaires. Il y a certes des écarts, mais c'est pas des écarts aussi scandaleux que ce qu'on peut voir dans d'autres structures. Et alors la première réaction le jour où vous avez ouvert pour la première fois ce tableau? J'étais plutôt content parce que j'étais relativement bien payé par rapport à d'autres collègues. Ce que je trouve hyper intéressant avec ça, c'est qu'on se retrouve pas avec des bruits de couloir. En fait, ça nous force à expliquer les critères de la grille. Le salaire de votre patron, vous le trouvez justifié ou pas? Moi, je le trouve plutôt justifié. 2 étages plus haut, un bureau fermé avec un canapé bleu. Donc je suis Gilles Sadger, je suis le PDG de Lucas. Vous gagnez combien? Je gagne, alors pour le savoir, il faut faire partie de la société. Mais je peux vous dire que mon salaire fait entre 4 et 5 fois le plus bas de la société. Je peux pas m'augmenter autant que je veux. On me surveille. Si les salaires n'étaient pas publics, je serais payé 20 ou 30% de plus que ce que je gagne actuellement. Transparence égale modération, en tout cas dans cette entreprise. Reportage signé François Geffrier pour Europe 1. Vous aurez noté que les salariés donnent leur salaire, mais pas le patron dans le reportage. On va parler maintenant de l'un des plus vieux mystères de l'histoire de l'art. Oui, celui de l'origine du monde, le célébrissime tableau de Gustave Courbet. Ai-je besoin de le décrire? Il représente le sexe d'une femme, les jambes écartées, mais ce que l'on ne voit pas, c'est son visage. Nicolas Caro, bonjour. Bonjour David. Qui a servi de modèle à Gustave Courbet? Les passionnés se torturent depuis un siècle et demi pour le savoir, et vous, ce matin, vous élucidez le mystère. En Nicolas fait, Caro, c'est tout. Alexandre Dumas-Fils qui a vendu la mèche dans une lettre oubliée. Et comme beaucoup de grandes découvertes, c'est par hasard, sans le chercher, que Claude Chope, le grand spécialiste d'Alexandre Dumas, est tombé sur le nom du modèle. Je travaillais à une correspondance entre Dumas-Fils et Georges Sand. Et à un moment donné, dans une des lettres, Dumas-Fils cite Constance Queignaud comme étant le modèle de l'origine du monde. Constance Queignaud, danseuse à l'opéra.
Constance Queigneau, donc on en saura plus en lisant la biographie que lui consacre Claude Chop chez Phébus. L'origine du monde, vie du modèle. Cet inconnu célèbre était la maîtresse de Halil Bey, un diplomate turc, le commanditaire du tableau. Chez lui, l'œuvre était accrochée dans une petite pièce aveugle derrière un rideau vert accessible uniquement à quelques privilégiés. 2 ans plus tard, en 1868, Halil Bey revend le tableau. L'origine du monde passe de collectionneur en collectionneur. Il est resté invisible pour le grand public jusqu'en 1995, date à laquelle l'œuvre est exposée au musée d'Orsay. Merci Nicolas Caro, mystère élucidé. Oui, Nicolas Caro et sa voix aussi douce, voilà, que sa personnalité d'érudit qu'il est au sein de notre rédaction. Et merci. David Doucan, avec son peps et ses mots percutants. Vous avez le moral là, Nicolas, là, ouais, ça, ouais. ça vous a fait votre journée. Merci messieurs.